Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, bilan avec le député bloquiste Patrick Bonin en vue de la rentrée à Ottawa. Les triades hockey du cégep de la Nodière débarquent à Saint-Roch-de-l'Achigan pour leur saison inaugurale. Et les Cobras de Terrebonne lancent aussi leur saison. J'en discute avec notre journaliste Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La rentrée parlementaire à Ottawa approche et pour en discuter, je reçois le député de Repentigny, Patrick Bonin. Bonjour, Monsieur Bonin. Bonjour. D'abord, parlez-moi des priorités en vue de cette rentrée. Bien, pour le Bloc québécois, on a trois priorités essentiellement. La première, elle est très économique, évidemment, avec la guerre commerciale et tarifaire. C'est de s'assurer qu'il y a des mesures pour soutenir les entreprises, grandes entreprises, mais également les PME qui font face, évidemment, aux tarifs. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des enjeux aussi au niveau des travailleurs temporaires immigrants qui actuellement sont sous pression parce que le gouvernement a changé les règles. Ça, c'est une demande très forte. Il y a aussi des enjeux parce que le gouvernement a des retards énormes, entre autres au niveau de l'Agence de revenus du Canada, des gens qui attendent depuis des mois d'être capables même de rejoindre l'agence, des gens qui n'ont pas reçu leur argent. Donc, pour nous, ça, c'est sûr qu'il faut débloquer ça. Donc, économie avec un budget à venir, s'assurer que le Québec a sa part des investissements, entre autres les investissements en réponse aux tarifs. Là, on a des secteurs privilégiés au Québec. Évidemment, c'est la foresterie, ce sont nos PME, c'est aussi l'aluminium, c'est l'agriculture. Donc, on a fait des gains sur la gestion de l'offre. Mais là, il y a beaucoup d'aide de la part du fédéral pour les manufacturiers en Ontario, pour les pétrolières dans l'Ouest. Donc, c'est s'assurer que le Québec est entendu. Et après ça, bien, des enjeux au niveau de l'identité. Entre autres, s'assurer que le Québec puisse légiférer sur la laïcité. On a le gouvernement fédéral qui poursuit, qui prend l'argent des contribuables pour essayer de faire tomber le droit du gouvernement du Québec de légiférer et de s'assurer de protéger notre identité. Donc ça, c'est très majeur également cet automne. Et la dernière portion, c'est la portion environnementale. Donc s'assurer qu'on arrête les reculs du gouvernement Carney qui, depuis son entrée au pouvoir, ne cesse de reculer, entre autres au niveau de la protection de l'environnement, au niveau de la lutte au changement climatique. Ce sont recul après recul, à commencer par la tarification carbone, qu'il a retirée sans la remplacer par rien. Après ça, il y a eu les incitatifs à l'achat de véhicules électriques qui ont été retirés par le gouvernement fédéral, les objectifs pour forcer les manufacturiers à produire et rendre disponibles des véhicules électriques, des véhicules plus petits. Ça, le gouvernement a reculé, est en train de proposer des projets, par exemple, de gaz naturel liquéfié, des nouveaux projets de gazoduc, et évidemment, potentiellement des investissements publics là-dedans. Donc, pour nous, il est clair qu'il faut protéger l'environnement, lutter contre les changements climatiques, développer l'économie de l'avenir, chose que ne fait absolument pas ce gouvernement actuellement. Et d'autre part, dans les derniers jours, vous avez eu la chance de rencontrer vos collègues bloquistes, mais aussi ceux de la Nodière. Oui, en fait, on a la chance d'avoir des députés bloquistes dans la Nodière. Évidemment, on travaille dans ce qu'on appelle un caucus régional, s'assurer que les enjeux qu'on a dans nos circonscriptions respectives, bien, on se communique là-dessus, on travaille de concert. On parlait de, par exemple, la gestion de l'offre où le Bloc a réussi à faire approuver la première loi ce printemps pour s'assurer de protéger notre système agricole. Évidemment, que ce soit Joliette, que ce soit la circonscription de Berthier et même Repentigny, bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient sous pression, particulièrement face à M. Trump qui parlait justement de vouloir enlever la gestion de l'offre ou de travailler là-dessus. Même chose pour la protection au niveau culturel. On a vu le gouvernement Carney qui a reculé sur la taxe pour les grands Google, Apple et Netflix de ce monde. Donc, une taxe numérique qui devait ramener de l'argent pour soutenir notre monde culturel. Donc, c'est le genre d'enjeu sur lequel, évidemment, on travaille de concert. Et oui, aussi aider les entreprises, les PME dans cette période d'incertitude. Donc, c'est le genre de travail régional qui nous permet d'être vraiment bien ancrés et de communiquer ensemble. Il nous reste une trentaine de secondes. J'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui vous attend là, pour les prochains jours. Bien, pour nous, d'entrée de jeu, évidemment, on commence la semaine prochaine
Donc, c'est de s'assurer que le gouvernement qui pousse pour des projets, par exemple, pétroliers et gaziers à travers le Canada, d'empêcher ça, de s'assurer d'aller vers des investissements comme, par exemple, au Québec, c'est l'électrification des transports, ce sont les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, des logements abordables, des logements verts. Donc, s'assurer que les investissements et les décisions gouvernementales aillent dans la bonne direction pour le Québec. Et une chance qu'on est là, je vous dirais, parce qu'actuellement, ils se sont mis avec les conservateurs, les libéraux, pour faire avancer un agenda pétrolier. Ça nous inquiète. Merci beaucoup, M. Bonin. On vous souhaite une bonne rentrée à Ottawa. Au plaisir, merci. Super. Bon. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. J'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. La ville de Terrebonne a récemment reçu les clés de l'ancien golfe Le Boisé qui deviendra un parc nature 2 fois grand comme le Centre de la nature à Laval. Toutefois, plusieurs travaux de sécurisation sont nécessaires avant l'ouverture au public. Nous avons pu nous rendre sur place afin de faire état des lieux. Reportage. On est actuellement au site du golfe Le Boisé, dans le district du Coteau des Vignobles, district 13 donc, de Robert-Auger. Et donc, on a pris possession il y a quelques semaines de ce lieu majestueux. On est venu avec le conseil de ville pour venir analyser tout le potentiel que le terrain peut offrir pour les prochaines années, pour aussi venir voir de quelle façon on souhaitait l'opérationnaliser au cours des prochains mois et de l'été 2026, qui est l'objectif qu'on s'est donné à la ville de Terrebonne pour le rendre accessible à la population. Sécuriser les lieux, donc faire table rase des bâtiments qui peuvent être dangereux, puis dans lesquels, des fois, certaines activités illicites peuvent se produire là, durant les périodes d'hiver ou autres au cours des différentes saisons. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est aussi d'emmener le public à pouvoir entrer à l'intérieur de ce site-là une fois qu'on aura enlevé tous les dangers potentiels que certains obstacles peuvent représenter. Là, on est en train de gérer les attentes parce qu'il faut vraiment sécuriser les lieux. Présentement, ça serait un peu dangereux. Là. Le chalet du golfe a été endommagé. Là, donc, il va falloir sécuriser les lieux, mais on veut l'ouvrir le plus tôt possible à la population. Donc, on espère ouvrir les sentiers pédestres pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Donc, ça faisait déjà plusieurs années que la ville de Terrebonne réfléchissait à des endroits où on pourrait peut-être avoir une patinoire couverte réfrigérée. Évidemment, le golfe Le Boisé se situe à un espace central de notre municipalité, à une distance équivalente de Lachenay, de La Plaine, de Terrebonne-Ouest, évidemment en plein cœur de Terrebonne-Centre. Donc, c'est bien situé pour l'ensemble de la population de Terrebonne qui souhaiterait venir profiter d'une infrastructure comme celle-ci. Donc, évidemment, on l'a proposé d'emblée. On voulait aussi montrer aux citoyens que ce n'est pas de la construction résidentielle qui s'en vient ici, mais bien des infrastructures récréatives qui s'harmonisent avec le contexte de conservation du parc Le Boisé. Et on veut les consulter pour voir quelles autres infrastructures ou quelles autres activités on souhaiterait voir être bâties ou créées sur ce lieu majestueux. Il faut analyser la biodiversité, quels sentiers seront ouverts l'année prochaine. Et puis, on vient tout juste d'adopter la première politique de consultation citoyenne à Terrebonne. Donc, le plan d'action va suivre d'ici la fin de l'année. Donc, le golfe Le Boisé pourra servir là, de premier dossier pour cette politique et ce plan d'action. Mais j'ai eu mon brin de jasette la semaine passée. On a chacun, les conseillers, un brin de jasette dans nos quartiers. Et puis, oui, c'est sûr que là, il y a plein d'idées qui viennent de partout. Il va falloir que les idées soient en lien avec un parc nature. On a acquis un joyau. C'est 71 hectares de secteurs à protéger. Donc, ça va faire partie du plan d'aménagement et de développement de la Ville de Montréal, de l'ACMM, pardon. Donc, on va faire partie de ça. Donc, on va protéger cet espace. La première chose à faire comme équipe, c'est un plan directeur.
pour savoir comment on va aménager et pourquoi aussi, puis s'assurer qu'on maintienne la biodiversité. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est un joyau dont on a acquis le territoire. Maintenant, il n'en tient qu'à nous à le protéger, s'assurer que la faune, la flore va pouvoir être protégée et continuer à se déployer. C'est un travail d'équipe qui va inclure toutes les équipes, toutes les directions de la Ville de Terrebonne, que ce soit les loisirs, les travaux publics, le génie aussi pour la planification à plus long terme, notamment avec le plan directeur. Mais c'est certain que c'est un travail d'équipe, aussi un travail d'équipe avec les élus, donc les conseillers et conseillères municipaux, et aussi les citoyens surtout, parce qu'on veut les consulter sur l'avenir du site. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Le 14 septembre prochain aura lieu la course de canards organisée par la Fondation Émilie Gamelin. Et pour en parler, je reçois Mélanie Gélineau, adjointe à la direction générale, et Myriam Mousseau, directrice à la philanthropie et médias pour la Fondation. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on aborde un petit peu qu'est-ce que c'est la Fondation Émilie Gamelin. La Fondation Émilie Gamelin a été fondée pour soutenir les organismes communautaires de la région de la Naudière. Donc, peu importe la mission, la clientèle de l'organisme, la Fondation est là pour les aider dans différents projets. Et là, le 14 septembre, événement d'envergure, j'aimerais qu'on l'aborde, la course des canards. Oui, c'est un grand rassemblement familial. C'est une des plus grosses levées de fonds de la Fondation. C'est des petits canards de bain qui sont mis à la rivière. Il y a des beaux prix là, à gagner là, qui sont avec tout ça. Parlons-en un peu de ces prix, puis aussi, c'est vraiment un incitatif pour se rassembler aussi la communauté, là. C'est un événement vraiment familial. Il va y avoir des kiosques, un food truck, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants. Fait que c'est vraiment un bel événement familial. Fait que c'est une belle occasion de venir soutenir la cause. Sur place, il va y avoir aussi la possibilité d'acheter encore des billets. La dernière occasion pour en acheter. Puis c'est super beau à voir les milliers de canards, de faire la course sur la rivière l'Assomption. Puis les prix, il y en a vraiment intéressants, là, comme par exemple, il y a un mini motocross pour les enfants, une planche à pagaie, une télévision 55 pouces, il y a une loge pour 6 personnes pour voir le spectacle de Jonathan Roy au Centre culturel des Jardins. Il y a aussi une expérience pilote d'un jour qui va être super intéressant. Fait que c'est quand même des beaux prix là, à aller chercher. Fait que c'est pas cher, c'est juste 5 le billet ou un spécial de 5 billets pour 20 $. Puis ça vous permet, vous, de perdurer dans le temps, d'offrir des services à l'année longue, là. Exactement. C'est ce qui nous permet de soutenir les projets là, des autres organismes. Puis on parle de l'événement, mais comment on veut se procurer des billets pour les gens qui nous écoutent, là? On peut le faire directement par Internet. On a un lien sur notre site emiliegamelin.qc.ca. On peut le faire directement à nos bureaux au 80 Wilfrid Ranger à Saint-Charles-Borromée ou directement sur le site à partir de 11 h dimanche matin, le 14 septembre, au Parc Maria-Goretti à Saint-Charles. C'est ça, l'événement commence à 11 h, puis ensuite, il y a la course des canards. Oui, la course débute à 14h30. Donc, combien de temps ça dure, on ne sait pas. On est vraiment au prix avec le courant de la rivière. La vitesse des canards. Oui, la vitesse des canards. Puis c'est vraiment un événement qui revient année après année, si je me trompe pas. C'est la 4e édition cette année, oui. Super. Donc, on invite les gens le 14 septembre 2025 dès 11 h. Vous avez mentionné le site Internet. J'imagine que les gens peuvent aussi vous joindre via page Facebook et tout ça. Parfait. Puis 6 000 $ en prix, vous avez mentionné quelques prix. Donc, on invite tous les gens à se rendre sur place puis à se procurer des billets à l'avance, mais aussi dernière minute, là, c'est possible. Oui. En ligne, ça va être disponible. Comme Mélanie a dit sur notre site Internet, ça va être disponible jusqu'à 3 heures parce que là, nous, ça nous donne le temps d'aller chercher les petits canards parce que chaque numéro de canard est identifié à un canard. Fait qu'il faut trouver le bon petit canard. Fait que maximum vendredi jusqu'à 3 heures. Puis généralement, on le sait combien il y a de canards environ. L'année dernière, les gens ont pu voir des images aussi là, de la course des dernières années. C'est plusieurs milliers de petits canards. Fait que là, on espère en avoir le plus possible. On en a beaucoup de disponibles, mais c'est plusieurs milliers de petits canards. Puis on peut aussi se retrouver sur le pont, là, sur le site. Oui, c'est sur quand la même passerelle, intéressant. oui.
Oui, super. Bien, merci beaucoup, mesdames. Puis on invite les gens, comme je le dis, à aller sur le site Internet, page Facebook, puis à arriver d'avance à l'événement qui commence à 11h. Oui. Merci. Merci à vous. À Vue d'ici, tout est dans tout. Vue d'ici informe, éduque et rassemble en traitant de 1001 sujets avec des experts très variés. On a mis fin du racisme. Inclusion des diversités de genre, de culture, de capacités, de revenus, de modèles familiaux. On en parle vraiment. Vue d'ici donne la parole aux organismes de la région. Nouveaux services, levées de fonds, initiatives innovantes, on les présente en profondeur. C'est dans quelques jours que les Triades hockey lanceront leur saison inaugurale au complexe J.C. Perrot de Saint-Roch-de-l'Achigan. Pour en discuter, je reçois Josiane Ré, gestionnaire des équipes régionales des Triades, ainsi que William Gignac, entraîneur-chef de l'équipe. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment-là. On s'est vu à plusieurs reprises, là, Josiane, pour en discuter Oui, là, au cours des derniers temps. Là. Oui, je dirais que ça faisait au moins 3 ans, là, comme il faut, qu'on attendait l'arrivée de l'équipe. L'équipe de hockey se joint maintenant à l'équipe de football. Donc, maintenant, on a 2 équipes régionales qui représentent notre région. Là. Je vous rappelle là, que c'est toujours nos étudiants clés viennent des 3 constituantes, l'Assomption, Joliette et Terrebonne. Mais effectivement, on est content d'avoir notre premier match de saison régulière le 20 septembre. Puis je crois que ça permet d'attirer des étudiants qui peut-être allaient vers d'autres écoles avant, de mettre en place ce programme-là, de le faire comme il faut, de prendre le temps qu'il faut aussi là, pour mettre des bases solides. Là. Oui, effectivement. Ce qu'on avait observé, c'est que plusieurs étudiants du hockey scolaire quittaient la région pour aller continuer à pratiquer leur sport, dans un cégep de Montréal, par exemple. Mais là, avec la nouvelle équipe de hockey, bien, on s'assure de garder nos jeunes aussi dans la région. Et on sait que c'est un gage de réussite aussi puis de persévérance scolaire, puisque les jeunes demeurent à la maison. Et c'est un sport-études aussi, donc à même l'horaire de l'étudiant. Donc, tout ça permet, c'est une réussite pour les étudiants, là, sur le plan académique. Et je me tourne vers l'entraîneur-chef. Comment ça s'est déroulé, toute cette préparation-là, en vue de ce match inaugural? C'est sûr qu'il y a eu une grosse préparation. Depuis le 6 janvier, on est là-dessus. On a reçu près de 100 joueurs à notre premier camp. On a dû couper par la suite à 50 joueurs pour finir avec un total de 26 joueurs dans notre alignement. C'est la grosse compétition, c'est sûr. C'est beaucoup de joueurs, beaucoup de choix difficiles à faire, mais on a fini par avoir une belle équipe, je crois, puis on va être très compétitif pour la saison. Puis à quoi ça ressemble au niveau des joueurs? Oui, on parle au niveau du talent, mais aussi, j'imagine, le fait qu'on couvre une grande région de Joliette jusqu'à Terrebonne, là, avec le cégep de l'Assomption au passage. Comment ça se déroule pour convaincre ces joueurs-là de venir, de se déplacer pour les pratiques et de participer à tout ça? Ça n'a pas été très difficile parce que les joueurs sont très motivés à vouloir poursuivre le hockey, là. Comme Josiane disait, il y a beaucoup de joueurs qui quittaient vers Montréal, tout ça, mais là, ils peuvent rester dans la région. Fait que, ils ont 20 minutes à faire, des fois 30 minutes à faire pour venir pratiquer. C'est vraiment le meilleur choix pour eux, là, je pense. Je regarde le logo, mais on a beaucoup travaillé aussi dans les derniers temps, l'image de marque des Triades. Là, je pense que c'est important pour vous de donner un sentiment d'appartenance. Oui. On avait, pour l'équipe de football, ça va faire 20 ans en 2026 qu'elle existe. Puis on souhaitait modifier notre image avec le hockey. Le nouveau T pour Triade, mais il y a quand même un symbole autour de cet T-là qui illustre nos 3 constituantes aussi. Et on voulait se démarquer par rapport à d'autres équipes. Il y a une autre équipe à Thetford Mines qui a un T aussi, qui ressemble beaucoup à notre T des Triades. Fait qu'on voulait vraiment être unique. Là. C'est aussi notre nouveau slogan, je dirais, pour l'équipe. Unis pour être unique. Là. Donc, il y a les gens aussi qui peuvent se procurer de la marchandise là, aux couleurs des Triades aussi, je pense. À venir, je vous dirais. On a déjà fait une boutique en ligne pour le football. Là, ça va être à voir là, dans les prochaines semaines ou années, parce que c'est beaucoup, comme le disait William, il y a eu beaucoup de travail de fait depuis qu'on a eu la réponse de RSEQ comme qu'on aurait l'équipe jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est tellement un beau projet qu'on est très enthousiaste, là, toute l'équipe là, au cégep. Il y a les parties hors concours qui ont déjà débuté, qui vont nous mener vers le match inaugural du 20 septembre. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe là, sur la glace. Okay. On a joué 6 matchs à date. On a fini avec 3 victoires, 3 défaites.
On a été magané un petit peu, on a eu beaucoup de blessures durant ça, mais ça fait partie de la game, si je peux dire. C'est un jeu très, très physique. Peut-être les jeunes n'étaient pas habitués. J'ai beaucoup de jeunes dans l'équipe. Là, on est environ une quinzaine de 17 ans par rapport aux autres équipes que les autres, ça fait des fois peut-être 2-3 ans qu'ils sont dans la ligue. Fait que ça a été un petit peu d'ajustement, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on va être une équipe assez compétitive, travaillante. Puis je pense que c'est un beau produit à venir voir dans la région. C'est quoi la vision? Comment on se prépare pour le 20 septembre au complexe J.C. Perreault? Bien là, en fin de semaine, on commence avec 2 matchs sur la route. Fait que on a une belle semaine de pratique. Les gars se sont entraînés fort. Fait que ça va être d'arriver prêt puis de commencer la saison du bon pied. Parfait. Donc, on invite les gens le 20 septembre. Rappelez-moi l'heure exacte. À 19h. 19h. Le match commence. Parfait. On invite les gens à 19h, puis nous y serons aussi pour effectuer un petit reportage sur place. Donc, merci de votre passage en studio. Merci beaucoup. C'était vendredi soir, le 5 septembre, que les Cobras de Terrebonne lançaient leur saison 2025-2026 à la Cité du Sport devant plus de 900 partisans. Un match offensif qui s'est terminé en prolongation par une défaite de 10-9 face aux Panthères de Saint-Jérôme. Pour en discuter, je reçois Naila Hood. Naila qui, tout au long de la saison du bulletin, couvrira différents sujets, autant sur le terrain qu'en studio. Naila, tu as pu assister à ce match. Oui, et c'est exact. Un total de 19 buts ont été marqués. Ça a été un match très animé. Malgré la défaite, l'ambiance et la foule étaient au rendez-vous tout au long de la soirée. J'ai même eu la chance de m'entretenir avec Robert Dubuc, l'entraîneur-chef, et Alain Sérafini, l'un des 3 propriétaires de l'équipe. Tous les deux, ils m'ont souligné l'importance de ce retour devant les partisans, puis pour ce match d'ouverture. Donc, on peut aller les écouter. Les Cobras, ça fait plus de 30 ans que ça existe, donc c'est bien implanté dans la ville. Puis ça rassemble, je te dirais, la communauté affaires, même la communauté politique. C'est vraiment comme un gros get-together. Tout le monde est toujours content de se revoir. Puis ici, c'est de la fraternité. Puis nos jeunes sur la glace, bien, ils nous donnent un spectacle. Puis le spectacle, dans le fond, c'est donné par des jeunes qui continuent leur sport compétitif, là, très compétitif, tout en pouvant continuer leur étude. Puis donc, c'est comme un double objectif qu'ils peuvent avoir, le côté sportif qui continue de s'améliorer puis de progresser. Puis, tu sais, on dit toujours les Cobras, c'est un tremplin parce qu'on a des gars qui se retrouvent après ça en Europe, qui continuent au niveau universitaire. Il y en a d'un mineur pro aux États-Unis. Puis, en même temps, bien, ils continuent leurs études. Donc, ça fait aussi des docteurs, des avocats, des notaires. Donc, c'est tout ça, les Cobras de Terrebonne, en fait, là. Nous, c'est une grande famille. On est 3 propriétaires gestionnaires avec Marino Fabry, que lui, ça fait plus de 30 ans qu'il est là comme gestionnaire propriétaire. Mylène Jalbert, la femme à Marino, ma femme, la femme du coach. On est une grande famille, puis on aime ça se revoir, puis c'est notre activité, les Cobras, puis ça représente un peu tout ça pour nous d'être ici, puis c'est un petit peu notre bébé, on est fiers de ce qu'on offre, on est fiers des Cobras. Donc, oui, c'est important d'être ici et d'accueillir tout le monde. Comme ce soir, en plus de nos partenaires du milieu politique, puis en plus, on a tous les parents des joueurs qu'on reçoit ici. Je regarde tous les gens qui sont ici, les parents, les joueurs, les partenaires, tout ça. Puis quand on lance la saison comme ça, on est fébrile. Là. Surtout cette année, c'est une grosse année pour nous. Fait qu'on va avoir un bon départ, mais gars, on n'a pas de contrôle sur le résultat, mais au moins, on veut s'assurer que l'effort est là. Et ce match d'ouverture a aussi permis de présenter le nouveau capitaine et les nouveaux venus dans l'organisation des Cobras. Oui, c'est ça. En fait, c'est Giuliano Caputo qui a reçu le titre de capitaine, ainsi que Massimo Guaracio Astorga, que lui, il vient du Collège français de Longueuil pour venir renforcer l'alignement. Donc, le coach, il souligne que Caputo incarne bien le leadership qu'il voulait pour son équipe et que le nouveau dans l'alignement, avec son expérience, vu qu'il est plus vieux, il va venir justement contribuer à encadrer les plus jeunes. On peut aller l'écouter. Giuliano, ça fait 2 ans que je le coach, puis il y a le Cobra tatoué sur le cœur. C'est un bel exemple c'est un gars très respectueux.
C'est un gars qui, dans la ligue, quand il joue au hockey, il est craint parce qu'il est très physique, mais il est très respectueux. Fait qu'il représente bien les valeurs de l'équipe. Puis au niveau de son engagement, tout ça, c'est un leader né. Fait que c'était facile à choisir. On voulait avoir un peu plus de maturité. Fait qu'on est allé chercher un 20 ans. 2 20 ans d'ailleurs dernièrement, mais Massimo, à soir, il va participer au match. On veut encadrer nos jeunes. On a beaucoup de joueurs qui sont de retour de l'année passée. Puis je trouvais qu'on manquait un peu de maturité, là. On voulait avoir des gars un peu plus établis. C'est pas un gars qui va ramasser 100 points, mais c'est un gars qui va amener un aspect physique. Il joue sur les deux côtés de la patinoire. Il va être bon au niveau des mises en jeu, puis aussi au niveau de aider les jeunes 17-18 ans à devenir des meilleurs joueurs. Mon objectif de départ cette année, c'est d'être dans le carré d'as. Puis là, en ce moment, on a des choses, on a un surplus de joueurs. Fait qu'on va avoir des décisions à prendre au cours des 2 prochaines semaines. Mais il y a tellement de talent. J'aime la profondeur de l'équipe. On s'est grossi, on s'est donné le mandat d'avoir une équipe un peu plus physiquement plus grosse. On a réussi ce mandat-là. Dans le filet, je pense qu'encore une fois, on s'est amélioré. Défensivement, notre brigade défensive, là, c'est le fun. Fait que, il va rester nos attaquants il faut qu'ils retrouvent la touche. Dans les matchs d'exhibition, ça a été plus difficile, mais gars, c'est un camp d'entraînement, c'est un début de saison. Mais on veut partir fort, mais en bout de ligne, là, on va être dans le carré d'as. J'ajoute aussi qu'en point de presse, à la fin du match, le coach est revenu sur la performance de son capitaine, puis il a dit que c'était une soirée assez difficile défensivement, mais il retient quand même du positif, puis il se dit tout de même satisfait de l'effort de son équipe et il reste confiant pour le reste de la saison. Et d'ailleurs, c'est au courant de la même soirée que les Prédateurs de Joliette lançaient leur saison, eux autres aussi, au centre sportif Marcel Bonin. Leur match d'ouverture s'est conclu par une victoire de 6-2 face au Phoenix de Montréal. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien, dans le fond, c'est parce que vendredi le 12 septembre, les Cobras et les Prédateurs ils vont s'affronter à la Cité du Sport à Terrebonne. Parfait. Merci beaucoup, Naila, et on va surveiller ce match prochainement. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, je vous invite à consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. À bientôt.